Africaines, Africains, je vous salue. J'ai choisi de consacrer cette émission à un seul point à l'ordre du jour. Je la dédie à deux de nos frères et sœurs africains, à savoir la jeune tiktokeuse Mariam Cissé, qui vient d'être assassinée au Mali, et l'activiste militant panafricaniste burkinabé Alino Faso, Alain Traoré de son véritable nom, qui lui a été assassiné il y a quelques mois dans les geôles de la dictature de Côte d'Ivoire. Je m'en voudrais de ne pas m'exprimer sur cette double tragédie qui frappe des familles du Burkina Faso et du Mali et qui frappe plus largement la famille de l'Afrique des libertés. Je m'en voudrais de ne pas tirer de cette tragédie tous les enseignements utiles pour aujourd'hui et pour demain, afin que cette jeune sœur et ce jeune frère bien-aimé n'aient pas été sacrifiés en vain par les ennemis de la souveraineté africaine. Mais je voudrais vous dire ce qui m'amène à insister et à tirer un enseignement profond du martyre de ces deux Africains en cette année 2025. J'ai été intrigué par le fait que, à la suite de l'assassinat de la célèbre blogueuse tiktokeuse malienne Mariam Cissé, qui défendait la souveraineté de son pays, la souveraineté de notre continent, l'Afrique, j'ai été étonné de la précipitation avec laquelle les médias de la France-Afrique ont rué pour déverser un flot d'émotions dont on peut deviner l'hypocrisie. Saluer la mémoire de Mariam Cissé et littéralement essayer de mélanger leurs larmes avec les larmes de la famille de Mariam Cissé, les larmes du Mali et les larmes de l'Afrique. J'ai été intrigué par cette compassion extrêmement curieuse, étrange, que dis-je, bizarroïde. Quand je me suis rendu compte que une vingtaine pratiquement de médias français, européens, s'apitoyaient sur le sort de notre jeune sœur, de notre fille, de notre camarade de lutte, la militante activiste des réseaux sociaux Mariam Cissé. De la même façon, je me suis rendu compte rétrospectivement que beaucoup avaient tenté de mélanger leurs larmes aux nôtres. Quand Alino Faso, qui avait pourtant été kidnappé par Ouattara Draman, avec leurs applaudissements, a été assassiné dans ses geôles. Alors je me suis dit, si les médias néocolonialistes français prennent pitié et ont de la compassion pour la mort de Mariam Cissé, comme on l'a vu à un moment donné pour la mort d'Alino Faso, comme ces médias sont au service de la domination contre les Africains, au service de la recolonisation de l'Afrique, au service de l'impérial terrorisme contre l'Afrique. Cela veut dire donc que cette compassion dont ils font preuve est purement hypocrite, elle est même cynique, elle est sadique. Au fond, cette compassion n'a pas simplement pour but de nous émouvoir. Elle a pour but de nous avertir, de nous prévenir. Elle a pour but de nous intimider, de nous menacer. C'est une compassion qui est en réalité une fonction psychologique de terreur. Il s'agit au fond de nous dire, voyez comment ils ont fini. Vos camarades militants activistes, panafricanistes, souverainistes, regardez comment Alino Faso a fini. Regardez comment Mariam Cissé vient de finir. Regardez comment vous pleurez. Regardez comment nous pleurons avec vous. Et imaginez que bientôt ce sera votre tour. Voilà le message subtil que j'ai lu derrière les larmes de crocodile versées par France 24, RFI, Le Monde, Jeune Afrique, après l'assassinat crapuleux de notre jeune sœur Mariam Cissé. Car en effet, lorsqu'il y a un mort et que le sorcier qui a participé à l'assassinat vient pleurer avec vous,
Il ne vient pas pleurer avec vous parce qu'il est triste. Il vient pleurer de joie. Dans les deuils de personnes assassinées, parfois le sorcier se glisse parmi les pleureurs. Et d'ailleurs, il s'illustre par une affliction énorme. Il s'illustre par une agitation, des convulsions. Il sanglote. Le sorcier convulse, le sorcier pâlit, blêmit, s'évanouit. Car en réalité, c'est lui qui profite du crime. Comme il ne peut pas exprimer ce crime sous la forme de chansons, sous la forme de cris de joie, comme le sorcier ne peut pas pleurer sa victime avec tambour battant, le sorcier simule la tristesse. Si vous voulez voir un sorcier qui pleure sa victime, allez regarder les images d'Alassane Dramane Ouattara au deuil d'Ahmed Bakayoko, le premier ministre assassiné par son régime. Allez regarder la tête que faisait Alassane Dramane Ouattara au deuil de son candidat feu de paille, feu Amadou Gon Coulibaly. Regardez la tristesse affectée par Alassane Dramane Ouattara. Vous y retrouverez exactement la compassion perfide, hypocrite, la compassion duplicitaire, diabolique de la presse de la France-Afrique envers les victimes de la guerre informationnelle qui est menée par le néocolonialisme français contre les opinions africaines, contre les gouvernements africains panafricanistes, contre les individualités intellectuelles militantes activistes qui ne se soumettent pas au projet, au programme de recolonisation de l'Afrique et de capture ad vitam aeternam de ces matières premières stratégiques et de ces terres rares. Mais vous connaissez votre serviteur. Vous ne l'avez pas appelé par hasard le docteur des preuves. Vous pourriez dire, ça c'est une appréciation générale de la situation. On aurait besoin d'avoir des éléments beaucoup plus probants qui prouvent que les malheurs qui ont frappé Alino Faso et qui ont frappé Mariam Cissé, donc qui frappent l'Afrique à travers ses poumons maliens et burkinabés, qui se voient privés de ces citoyens valeureux. Alors, vous pourriez me dire, donnez-nous un peu plus de grain à moudre, docteur des preuves. Prouvez-nous qu'en réalité, ils ont été assassinés dans le cadre de la guerre informationnelle, du néocolonialisme français contre l'Afrique. Donc, je commence le travail pour lequel vous m'appréciez. Je vous donne les preuves. Quand vous venez dans mes émissions, vous repartez armés pour discuter avec n'importe qui sur la planète Terre. Même un ange du Seigneur, s'il venait à se manifester, ou un djinn de Satan, s'il venait à descendre, vous seriez capable de lui faire valoir les arguments que je vous donne et il serait obligé d'en tenir compte. Car ils sont frappés au coin de l'amour, de la vérité, de la justice, de la solidarité, potomitan de la civilisation mahatique africaine. Sans plus tarder, commençons par la première preuve. Quels sont les organes de presse qui se délectent de toutes les attaques terroristes qui se perpètrent depuis plusieurs années contre l'Afrique? Quels sont les organes de presse qui sont les porte-paroles des groupes terroristes? Quels sont les organes de presse dont les journalistes sont devenus les confidents des terroristes qui ensanglantent l'Afrique? Ce sont exactement les mêmes organes de presse qui font semblant de pleurer Mariam Cissé et Alino Faso. Argument numéro 1. C'est la même presse néocolonialiste française qui fait la propagande des groupes terroristes. C'est cette même presse qui réserve un encart pour faire semblant de pleurer les victimes des groupes terroristes dont elle assure la propagande. Écrivez ça, argument 1. Argument numéro 1. Le double jeu. Une presse qui est au service de la propagande terroriste et qui fait semblant de pleurer les victimes du terrorisme pour tromper la vigilance des plus naïfs d'entre nous et tromper le peuple français, qu'elle contribue à intoxiquer, à aveugler sur la gravité de ce qui est fait en son nom sur le continent africain. Vous avez noté le premier argument? Je vais au deuxième argument. Donc, premier argument, la même presse qui fait la propagande du terrorisme est celle qui fait semblant de pleurer Mariam Cissé et Alino Faso. Tu ne peux pas être
l'ami de ceux qui m'assassinent et venir me pleurer avec les miens. Non. Ça, c'est du diable. C'est une logique cornue, biscornue. C'est une logique de cornu. On passe au deuxième argument. Le deuxième argument est massif. Quand j'ai regardé cette fausse compassion, cette fausse pitié dont cette presse fait preuve envers les victimes du terrorisme, que sont Mariam Cissé à Alino Faso, je me suis souvenu d'un document qui a été produit par un organe soutenu, promotionné, reconnu, écouté, subventionné ici à Paris par l'État, le gouvernement. Cet organe s'appelle l'École de guerre économique de Paris. L'École de guerre économique de Paris avait produit en 2024 un rapport qui ne nous a pas passé inaperçu. Qui ne nous est pas passé inaperçu. Je vais vous montrer une affiche de cette École de guerre économique de Paris. École de guerre économique de Paris. Voilà, c'est ce rapport-ci que je vais vous commenter. Vous voyez, regardez bien. Si vous tapez École de guerre économique de Paris, sur Google, vous tapez aussi panafricaniste, vous allez arriver sur une page comme ça. Vous allez arriver sur cette page-là. Le site s'appelle portail-ie.fr. C'est un rapport de près de 200 pages rédigé par l'École de guerre économique de Paris. Sous le titre « Mort à la France et alliés, panafricanisme, guerre de l'information contre la France en Afrique. Enquête, cartographie et recommandations ». C'est un club d'influence de l'association, l'AEGE, d'abord, qui est donc soutenu, École de guerre de Paris, portail d'intelligence économique. École de guerre économique. EGE, École de guerre économique de Paris. C'est un think tank qui est fortement écouté et soutenu en très haut lieu par les dirigeants politiques français. Ils ont pondu un rapport de 191 pages exactement en 2024. Et dans ce rapport, je vais vous lire les recommandations par lesquelles ils ont conclu. Globalement, le rapport a pour but de démontrer que si la France est en perte de vitesse en Afrique, c'est la faute des panafricanistes qui ont réussi à faire triompher le narratif souverainiste, patriotique, républicain, anticolonialiste et anti-impérialiste. Le rapport conclut en disant qu'il va falloir écraser les panafricanistes pour que la France reprenne les avantages qu'elle avait en Afrique, pour que la France reconquiert le terrain qu'elle avait en Afrique. Les pays où son armée a été chassée, pour que la France y revienne, il va falloir que les panafricanistes soient vaincus. Pour que la France recontrôle massivement l'uranium, le gaz, le pétrole, partout où elle en a perdu la main, il va falloir globalement défaire les panafricanistes. Pas simplement par les idées, vous allez voir, mais également par des actes, des actions qui doivent être menées contre eux. Voilà le résumé du rapport. Le rapport étudie les principales figures de la société civile panafricaniste, les intellectuels, les militants, les activistes panafricanistes et formule des recommandations à l'adresse des autorités françaises pour la mise en œuvre d'une guerre contre les panafricanistes. Je tiens à vous rappeler que le concept de guerre de l'information contre la France en Afrique, le concept de guerre de l'information contre la France en Afrique, c'est un concept saugrenu. Parce que imaginez qu'on écrive l'expression dans l'autre sens. Guerre de l'information contre l'Afrique en France. Alors, quels sont les intérêts que possède l'Afrique en France pour que l'Afrique veuille mener une guerre de l'information sur le sol français contre la France? Or, ce rapport part du principe que, en fait, la France est une puissance souveraine en Afrique. Elle est chez elle en Afrique. Et il y a des Africains, les panafricanistes en particulier, d'idéologie, qui veulent la déloger de son précaré, de sa zone d'influence. C'est-à-dire que le principe même du rapport, c'est l'idée que l'Afrique appartient à la France. Et qu'il y a quelques Africains qui osent contester cette propriété, cette possession. Et il va falloir s'en occuper. Voilà l'esprit du rapport. Donc on décide de faire la guerre aux Africains. Non pas parce qu'ils se sont appropriés de quelque chose en France, au mépris du droit français, mais parce que les Africains revendiquent ce à quoi ils ont droit en Afrique. Leur souveraineté sur l'Afrique.
Rendez-vous compte de l'aberration, de l'absurdité, de l'immondice. Rendez-vous compte du scandale logique que cela représente. Venir faire la guerre aux Africains parce que les Africains tiennent à être les propriétaires de leur continent. C'est tout simplement, en réalité, la continuité de l'esprit négrier, raciste, l'esprit colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. D'accord? Mais je ne vais pas vous lire maintenant les 190 pages de ce rapport, 191 exactement, que j'ai entièrement lu, et dans lesquels, pour ma part, j'ai vu l'annonce prémonitoire de toutes les actions criminelles, de toutes les actions répressives, de toutes les actions en deçà de la ceinture, dont les dirigeants français voulaient s'autoriser, sous couvert de recommandations scientifiques. Je vais simplement vous lire 2 recommandations qui m'ont particulièrement marqué. Parce que ces recommandations permettent de comprendre ce qui est arrivé à Alino Faso et ce qui est arrivé à Mariam Cissé. Vous comprendrez que les recommandations de l'école de guerre économique de Paris sont exactement ce qui a été mis en œuvre par les agents du néocolonialisme français en Afrique. À savoir Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire pour assassiner Alino Faso, d'une part, et d'autre part, les terroristes du JNIM, dont le chef Iyad Ghali, on le sait très bien, est un suppôt de la DGSE française, et qui ont assassiné Mariam Cissé, justement au Mali. Il faut que vous compreniez d'où le coup est parti. Le coup est parti des mêmes officines qui font semblant de pleurer. Aujourd'hui, Mariam Cissé et Alino Faso, alors même que ce sont elles qui ont fait des recommandations pour que ceux qui portent la voix de l'Afrique, ceux qui contestent l'expropriation des Africains en Afrique, soient agressés partout dans le monde, et notamment en Afrique. Bon, j'ai donc trouvé 2 extraits particulièrement incroyables. 2 extraits particulièrement incroyables des recommandations que l'école de guerre économique adresse au gouvernement français à propos des panafricanistes. Que faut-il leur faire? J'ai pris 2 recommandations qui sont vraiment les plus meurtrières. C'est vraiment un appel au meurtre qui est formulé par cette école de guerre. Je prends la recommandation numéro 1. Je prends cette recommandation-là. Alors, je vais vous la lire. Je l'ai publiée d'ailleurs en même temps. Alors, recommandation conjoncturelle. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Première recommandation de l'école de guerre économique. Il faut attaquer les adversaires de la France en Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Des Français doivent quitter la France pour venir en Afrique, faire la guerre aux Africains qui ne veulent pas que l'Afrique appartienne à la France. C'est ça la recommandation. Le mot est bien clair. Il faut les attaquer. Vous comprenez ce qui est arrivé à Mariam Cissé? Vous comprenez ce qui est arrivé à Alino Faso? Vous comprenez les persécutions que je subis? Vous comprenez les persécutions que Nathalie Yamb, que Kemi Seba et beaucoup d'autres subissent? Vous comprenez mieux? Lisons le détail de la recommandation. C'est la recommandation numéro 1. Recommandation conjoncturelle. Attaquer les adversaires de la France en Afrique. À l'inverse de recommandations structurelles qui visent à créer de manière générale une doctrine de guerre de l'information qui soit utilisable, les recommandations conjoncturelles visent, elles, à proposer des réponses concrètes pour faire face à la perte d'influence française en Afrique, notamment face à des acteurs exogènes ou à des discours critiques. Ces orientations présentent des voies d'action possibles, les façons dont la France peut répondre à ces attaques informationnelles. Les auteurs de ce dossier ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions. Les auteurs de ce dossier, je suis en train de vous lire le texte, ne se prononcent pas sur la moralité de ces actions, ni sur leur applicabilité, pas plus qu'ils n'encouragent ces pratiques. C'est-à-dire que le rapport dit, on va recommander aux autorités françaises de poser éventuellement des actes immoraux, parce que ce n'est plus une question de morale. On est par-delà le bien et le mal, il s'agit de confisquer, de reprendre la main sur l'Afrique. Et pour cela, la morale n'a rien à voir ici. Je continue à lire. Il s'agit surtout de présenter de manière non exhaustive des moyens d'action mobilisables. Une présentation qui laisse clairement apparaître le gap entre ce que la France fait et ce que la France pourrait faire. Donc, il s'agit d'inciter ici les autorités françaises à violer le droit français, le droit international, le droit africain et même la morale universelle, dans le but de reprendre contrôle sur l'Afrique. C'est ce qui est dit. C'est la recommandation numéro 1 du rapport de l'école de guerre économique de Paris. Je vous le lis toujours. Ces orientations offensives sont présentées ici sous 3 grands angles d'attaque. C'est la page 154 du rapport que je suis en train de lire. Attaque sur les acteurs endogènes.
Ça, c'est le petit A. Il s'agit de réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous avez entendu ce qu'il faut faire selon l'école de guerre économique de Paris, un institut subventionné ici à Paris. Il faut faire quoi? Il faut attaquer les acteurs panafricanistes endogènes. Il faut réduire la capacité de nuisance des mouvements et acteurs panafricanistes en semant le trouble et le chaos dans cette galaxie d'acteurs. Vous comprenez que les assassinats sont de nature à semer le chaos, n'est-ce pas? Et le trouble. Quand on assassine Alino Faso dans les géoles de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est un message adressé aux panafricanistes. Quand on assassine Mariam Sissé en Mondovision et qu'on fait tourner à l'émotion sur les mêmes médias qui pourtant sont en guerre informationnelle contre les Africains, une espèce de compassion pour elles, l'objectif est bien ici de semer le trouble et le chaos parmi les panafricanistes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Petit B, attaque sur les acteurs exogènes. Il s'agit de discréditer auprès des populations africaines les acteurs exogènes, comme la Russie, la Turquie, en les attaquant sur leur bilan, leurs intentions. Et élément C, des contenus promotionnels, il faut promouvoir une vision positive de la France auprès des populations locales. Voilà les 3 axes de la recommandation numéro 1. C'est-à-dire que la France a perpétré la traite négrière, elle n'a pas réparé, elle n'a pas jugé et condamné. La France a perpétré les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques. Elle n'a rien jugé, elle n'a rien réparé. La France a participé à la déstabilisation du continent africain tout au long du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle est accusée de soutenir le terrorisme en Afrique. Rien de tout cela n'est remis en cause. Il s'agit juste de changer son image. C'est-à-dire de la masquer, de la décorer des atours de la beauté du diable. Et le tour est joué et on peut continuer la même politique. Voilà l'esprit de cette prétendue école de guerre économique. Ça, c'est la recommandation numéro 1. Mais je vais vous prendre une deuxième recommandation qui m'a glacé littéralement le sang. C'est la recommandation numéro 8. Et je la publie également sur ma page Facebook au même moment pour que vous puissiez aller lire vous-même. Recommandation numéro 8, je l'ai sélectionnée. Je vous la mets ici. Recommandation numéro 8, est-ce que c'est ça? Non, je vais poster la numéro 8. C'est la deuxième page, recommandation numéro 8. Et vous allez voir que ce qui a été fait à... Voilà. Ce qui a été fait à... Ce qui a été fait à Mariam Sissé et à Alino Faso est exactement ce qui a été recommandé par l'école de guerre économique aux autorités françaises. Lisons la recommandation numéro 2. Elle est à la page 156. Page 156 du rapport. Il s'agit de discréditer les key leaders des mouvements panafricanistes. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour de figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara. C'est... Excusez-moi, je dois juste ajouter du courant à une machine avant qu'elle ne s'éteigne. Excusez-moi mes chers amis. Voilà. Une grande partie de la diffusion des idées panafricanistes s'organise autour de figures charismatiques, qu'elles soient vivantes, exemple Kémy Séba, ou mortes, exemple Thomas Sankara. Ces figures personnifient, incarnent et portent des idées panafricanistes. Elles en sont les héros, les porte-paroles. Mais ces personnalités n'ont ce rôle que parce qu'elles sont placées sur un piédestal, en raison de leur parcours sans faute ou de leur moralité particulière. Alors, quelles sont les actions à mener? Par des actions d'influence offensive, des contenus détournés, des rumeurs, des campagnes médiatiques et des enquêtes techniques permettant d'obtenir des éléments compromettants, il est possible de décrédibiliser durablement ces key leaders, qu'ils soient vivants ou morts, en les faisant tomber de leur piédestal. Ces actions d'influence ont ainsi pour vocation de salir ces personnes en les attaquant sur leurs amis, leurs familles, leur passé, leurs pratiques sexuelles, leurs avoirs financiers, leurs sources de financement, leur morale religieuse ou civique, etc. La chute de certains key leaders suite à certaines de ces campagnes doit bien sûr être anticipée et utilisée comme une fenêtre d'opportunité, notamment pour rebondir vers l'orientation numéro 1, à savoir semer la discorde entre les groupes, et notamment entre les possibles successeurs du key leaders qui vient d'être déchu. Ce momentum peut être
aussi utilisé pour placer, faire monter ou positionner des key leaders dits d'opposition contrôlée, plus favorables à la France et plus faciles à tenir. Le cas échéant, cette démarche doit être implicitement assumée pour, ici aussi, contribuer à l'effet de paranoïa au sein de la mouvance panafricaniste en poussant chaque key leader à accuser les autres key leaders d'être dans l'opposition contrôlée. Ça, c'est la recommandation numéro 2. Donc, il s'agit donc de salir les panafricanistes. Il s'agit d'inventer toutes sortes d'accusations fantasmagoriques pour présenter les intellectuels, les leaders, les militants, les activistes panafricanistes sous leur plus mauvais jour et les détruire. Il s'agit de s'attaquer à leur intimité. On va jusqu'à dire qu'il faut même s'intéresser à leur sexualité pour pouvoir les détruire. Vous comprenez que la mort d'Alino Faso et de Mariam Cissé a lieu dans une logique d'offensive de guerre informationnelle. C'est pour détruire les panafricanistes, les activistes, les intellectuels, les militants qui contribuent à l'éveil du continent que nos frères et sœurs Alino Faso et Mariam Cissé ont été tués. Est-ce que tout le monde comprend? Mais je prends la résolution numéro 8. Je ne l'ai pas oubliée. Elle m'a particulièrement marqué elle aussi. Je remonte le document jusqu'à la résolution numéro 8. La résolution numéro 8 est particulièrement vilaine. Écoutez ce qu'ils ont recommandé aux autorités françaises de faire et vous comprendrez mieux ce qui est arrivé à Mariam Cissé et à Alino Faso. C'est tout simplement honteux. Alors, qu'est-ce qu'on prend là? C'est la numéro 8 qui m'intéressait. Alors, voilà, très bien. Que dit la résolution numéro 8? Écoutez, recommandation numéro 8. Création d'une unité civilo-militaire spécialisée dans les opérations de propagande grise et de propagande noire. Je rappelle que la propagande noire inclut la possibilité de l'assassinat. La propagande grise, quant à elle, consiste encore à faire circuler des fake news. D'accord? Créer une unité civilo-militaire, intégrée ou non à un service de renseignement existant, pour organiser, planifier et mener des opérations de propagande grise et noire de la France. Constat. En observant en détail les dernières années écoulées en Afrique, il paraît très clairement que la France, si elle parvient à identifier certaines opérations informationnelles et à y répondre, reste globalement enfermée dans une approche purement défensive, de damage control. Si cette stratégie, bien que vouée à l'échec, pouvait se justifier quand la France gardait pied en Afrique, aujourd'hui elle n'a plus de sens. Pour défendre une position, encore faut-il avoir une position à défendre. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. Est-ce que vous entendez? Je reprends la phrase. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. Je répète la phrase une troisième fois, pour comprendre comment on a créé le climat permettant l'assassinat d'Alino Faso en Côte d'Ivoire et de Mariam Cissé au Mali. Dans la situation actuelle, où la France se fait évincer du continent, on n'a pas dit du continent français, hein, du continent africain, la nécessité de conduire des actions purement offensives se fait sentir plus que jamais. J'espère que vous avez bien compris que parmi les actions purement offensives, il y a tout naturellement les assassinats. Ce qu'on appelle encore dans le jargon des renseignements généraux, les opérations homo. De quoi a été victime Mariam Cissé? D'une opération homo, elle a été assassinée par des mercenaires à la solde des intérêts néocolonialistes français. Voilà la vérité. C'est un assassinat qui a été expressément fait de façon spectaculaire. Et la campagne de presse qui est menée pour soi-disant pleurer Mariam Cissé n'a pour but que de nous faire rentrer dans une psychologie, croit-on, de la terreur et de la panique. Ils ont dit qu'ils veulent nous rendre paranoïaques par des assassinats. De la même façon qu'on a voulu, on a tenté de rendre paranoïaque le peuple malien en surestimant la bande de troupiers et bien de bouseux qui prétendaient faire un blocus de Bamako. On pense qu'on va pouvoir contrôler le mental des intellectuels, des activistes, des militants, des leaders panafricanistes en assassinant quelques-uns d'entre eux. Vous avez compris? Mais lisons la suite. Toujours la proposition, la recommandation numéro 8 de l'école de guerre économique de Paris à l'adresse des autorités françaises. Que faut-il faire pour briser les panafricanistes? Action à mener.
La France ne dispose pas à l'heure actuelle, on était en 2024, d'unités militaires ou civilo-militaires spécialisées dans le domaine de l'influence grise et noire. Donc, on demande de créer un corps de militaires spécialisés pour porter atteinte à la vie des panafricanistes. C'est ce qui est demandé par l'école de guerre économique de Paris, à la page 167 du rapport. Vous notez les pages sous cette conférence. Le docteur des preuves est au travail. Page 167 du rapport. Et on continue à lire. Or, au même titre que la France dispose d'un service d'action pour conduire des actions militaires clandestines et du COS pour conduire des opérations militaires non conventionnelles, elle se doit de se doter d'une unité capable d'agir sur les mêmes enjeux, mais dans la sphère informationnelle et cognitive. Que signifie cette phrase? Il faut que les services secrets français commencent maintenant, les services militaires secrets français commencent maintenant à agresser les panafricanistes. C'est ce qui est recommandé là. Puisqu'il s'agit d'agir dans la sphère informationnelle et cognitive. Donc, il faut s'attaquer à ceux qui promeuvent une information qui fait obstacle à la capture de l'Afrique par la France. Il faut s'attaquer à ceux qui produisent une connaissance qui libère les Africains du joug du néocolonialisme français. Et il faut agir. On parle d'une unité capable d'agir. C'est-à-dire d'atteindre, bien sûr, les intérêts vitaux des personnes qui représentent des obstacles à la recolonisation totale de l'Afrique par la France. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis à la page 167 du rapport de l'école de guerre. Je vous mettrai le lien de ce rapport. Pour ceux qui ne l'ont pas, téléchargez-le et gardez-le. Il s'agit là d'une bible du crime. Néocolonialiste français du XXIe siècle. Cela peut impliquer des campagnes de dénigrement, de character assassination. Donc, ils appellent aux assassinats de caractère. Il faut détruire la personne. Cela peut consister à créer des botnets, des echo chambers, ou de mener des campagnes d'astroturfing. Bref, en réalité, de trafiquer l'information pour détruire les personnes. Cela peut aussi impliquer des attaques informationnelles sous l'angle du hardware, c'est-à-dire la destruction physique du matériel de production vidéo d'un acteur, par exemple. C'est-à-dire, voilà, ces messieurs de l'école de guerre économique demandent d'entrer dans les domiciles des panafricanistes en Afrique et dans le monde pour détruire leurs biens, détruire leurs moyens de communication. Ou sous l'angle du software, par exemple une attaque DDoS contre un site partageant de la désinformation. C'est quoi le software? Il s'agit d'attaquer nos ordinateurs. Il s'agit d'envoyer des logiciels pour pulvériser nos ordinateurs. Il s'agit de pirater nos pages Facebook, nos pages YouTube, nos pages TikTok, nos pages X. Par exemple, j'ai une page X de plus de 235 000 abonnés qui a été piratée, ça fait pratiquement un an. Et malgré toutes les demandes faites à X, X n'est pas capable de rétablir ma page jusqu'à l'instant qu'il est, au point que je suis obligé d'en ouvrir une autre. Ça, c'est la guerre informationnelle selon la méthode du software. On continue, on est toujours à la recommandation numéro 8. Pour des raisons évidentes de cloisonnement, de telles opérations ne peuvent être confiées aux unités qui existent à l'heure actuelle et dont la doctrine d'action est encore une fois de plus surtout défensive, basée sur le modèle américain de diplomatie publique et de Psy-Ops Militaire Heart and Mind, c'est-à-dire supposé susciter l'adhésion de la population à un agenda et pas forcément rejeter le rejet par la population de l'agenda adverse. Or, c'est bien ce que doit chercher la France désormais. Susciter de la défiance vis-à-vis des acteurs anti-français, qu'il s'agisse d'acteurs endogènes, opposition interne au pays, ou exogènes, russes, turcs. Les unités actuelles, qu'il s'agisse des J9, du ComCyber, du CIAE ou de Viginum, bien que tout utiles dans leur sphère donnée, ne sont pas adaptées à une montée en gamme et un changement de nature de la doctrine informationnelle offensive de la France. Cette transformation nécessite la création d'une unité offensive, spécialisée et autonome. Les auteurs de ce dossier insistent par ailleurs sur la nécessité de penser cette unité ou ces nouvelles unités de manière œcuménique. Il faut mettre des gens de toutes les régions. De nouveaux domaines, ce nouveau domaine de la guerre cognitive nécessite une fluidité d'action et de pensée proprement incompatible avec un leadership et une doctrine qui seraient uniquement militaires. Si les militaires doivent avoir une place dans ces futures unités, ces unités, pour être réellement disruptives et innovantes, devront laisser la part belle à des civils aux parcours éclectiques. Globalement, il s'agit d'intégrer les mercenaires dans le combat. Donc, vraiment, je m'arrête là simplement. Je vous ai assez lu. D'ailleurs, un extrait de la première recommandation. La deuxième recommandation est maintenant la 8e. On peut conclure mon intervention. Je tenais à montrer que les gens d'Al-Qaïda,
le JNIM, les gens d'Iyad Agali, qui est un agent de la DGSE, qui ont assassiné Mariam Cissé, ont agi en bonne intelligence avec l'école de guerre économique de Paris. C'est ce que l'école de guerre a demandé au gouvernement français de faire. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai cité les pages. La dernière page citée, c'est la page 169. Il suffit de lire le rapport de l'école de guerre économique de Paris pour comprendre ce qui est arrivé à Mariam Cissé. Elle a été assassinée intentionnellement. Son assassinat n'est pas un accès de colère de quelques individus terroristes qui ne seraient pas contents que cette jeune femme s'exprime sur TikTok. Non. Elle a été identifiée, repérée, isolée. Elle a été capturée et elle a été assassinée d'une certaine façon, de telle façon que les images provoquent l'émoi que nous voyons, provoquent, comme il l'espérait, eh bien, le chaos et la paranoïa. Vous avez compris? C'est de la même façon qu'Alino Faso a été capturé par Alassane Draman Ouattara et assassiné dans sa géole en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a tenu à montrer au peuple burkinabé et aux Africains qu'il est prêt à les tuer tous au besoin. Si c'est la condition pour que lui, Alassane Draman Ouattara, soit président à vie en Côte d'Ivoire et qu'il transmette le pouvoir exécutif ivoirien à un membre de sa famille. L'assassinat d'Alino Faso, c'est ça le message. Et il a été fait avec l'approbation du néocolonialisme français, qui bien sûr a versé des larmes de crocodile, tout en sachant que l'assassin est son agent, l'agent Ouattara. Quand vous lisez les 191 pages du rapport de l'école de guerre économique de Paris, vous n'êtes pas étonné de la méchanceté qui s'abat contre les panafricanistes. Je tiens à vous rappeler qu'aucun panafricaniste ne veut que l'Afrique possède le département du Var. Aucun panafricaniste ne voudrait que l'Afrique colonise la Seine-Maritime. Aucun panafricaniste ne voudrait que l'Afrique contrôle les restes miniers du nord de la France. Aucun panafricaniste n'est intéressé par le contrôle même des grands clubs de football de France. Comme par exemple, eh bien, le Qatar, lui, contrôle le Paris Saint-Germain. Aucun panafricaniste n'est intéressé par la possession, la domination économique, sociale, culturelle de la France en France. C'est le néocolonialisme français qui franchit la Méditerranée, symboliquement, qui vient se mêler de la vie des Africains et qui vient essayer de dicter aux Africains qui doit parler pour l'Afrique, qui doit parler en Afrique. C'est le néocolonialisme français qui vient agresser les Africains, qui défendent simplement leurs droits. Non pas qui revendiquent un bien de la France, mais les Africains qui revendiquent l'Afrique, leur bien. Il faut que vous compreniez l'incongruité de cette situation. Pourquoi M. Macron lance-t-il une guerre informationnelle contre les panafricanistes? Les panafricanistes se sont-ils accaparés des biens français? Non. Les panafricanistes ont-ils mis la main sur la tour Eiffel? Non. Les panafricanistes se sont-ils emparés, je ne sais pas, de la flotte militaire française? Non. Il n'y a nulle part un acte ou une intention de s'approprier de la France, de la part des panafricanistes. C'est la France politique, c'est l'oligarchie héritière du racisme négrier, colonial, néocolonialiste et impérialiste qui traverse la mer et vient en Afrique dire aux Africains qui doit parler de l'Afrique et pour l'Afrique. Identifie ceux qu'il faut abattre parmi les Africains, afin que l'Afrique reste la chasse gardée de la France. Or, cela n'aura plus lieu. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis citoyen français d'adoption. Vous ne pourrez plus jamais réduire les Africains en esclavage. Écrivez ça. Tilana, Ayasebe. Vous ne pourrez plus jamais de toute votre existence coloniser l'Afrique. Écrivez ça. Tilana, Ayasebe. Vous ne pourrez plus jamais réduire l'Afrique par les méthodes néocolonialistes du XXe siècle. Écrivez ça. Tilana, Ayasebe. Vous ne pourrez plus contrôler l'Afrique en utilisant les supplétifs mercenaires, comme autrefois vous utilisâtes les tirailleurs. Ceux-là que le président Tiani a appelé ces tirailleurs d'un autre âge, d'un autre temps, à savoir les mercenaires de l'impérial terrorisme, ils ne pourront plus jamais gouverner dans l'Afrique éveillée d'aujourd'hui. Ils ne prendront pas un État, ils n'instaureront pas un califat.
les Africaines et les Africains éveillés de ce temps, ils sont engagés. Vous avez perdu le contrôle de l'Afrique, vous ne le retrouverez jamais. Plus personne ne pourra s'arroger le destin de l'Afrique à la place des Africains. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, ce 17 novembre 2025, je voudrais que tout le monde comprenne bien que Alino Faso est mort pour l'Afrique. Pas uniquement pour le Burkina. Il a été assassiné par Ouattara parce que c'est une voix qui revendiquait la libération de notre continent. Je voudrais que tout le monde comprenne que Mariam Cissé est morte pour l'Afrique. Elle a été ciblée. Elle a eu le malheur de vivre hors des agglomérations qui sont, encore mieux si vous voulez, qui sont les mieux, excusez-moi. Elle a eu le malheur de vivre hors des agglomérations qui sont, en tout cas, mieux couvertes par les forces de défense et de sécurité que certaines zones de campagne. Ils ont repéré les habitudes de Mariam Cissé. Ils ont profité d'un moment où elle allait dans un marché qui était insuffisamment gardé parce que on ne pouvait pas imaginer un enlèvement de sexe. Ils l'ont enlevé et ils l'ont tué spectaculairement pour pouvoir permettre la campagne de presse que vous voyez. C'est une campagne de presse de hyènes, de vautours, de chacals, de charognards. Les larmes de ces gens ne peuvent pas se mélanger aux nôtres. Ils ne peuvent pas pleurer notre Mariam Cissé comme nous. Car en fait, ils ne la pleurent pas. Ils se moquent de nous. Ceux qui aujourd'hui, sur les médias qui promeuvent le JNIM, les médias qui louent Iyad Agali, les médias qui louent Amadou Koufa, les médias qui louent les actions de bravoure des prétendus djihadistes, ceux-là qui publient une photo de Mariam Cissé en faisant semblant de s'apitoyer sur le sort de cette tiktokeuse assassinée, ils récoltent la malédiction absolue de l'Afrique. Ils sont maudits jusqu'à leur énième réincarnation. Car en fait, ce sont ceux-là même qui œuvrent depuis plusieurs années à obtenir que les panafricanistes soient éliminés. Ce sont ceux-là qui font semblant de les pleurer une fois que leurs cibles ont été atteintes. Alors, le deuil de Mariam Cissé n'est pas un deuil simplement de la famille Cissé. Ce n'est pas un deuil simplement du Mali. Ce n'est pas un deuil simplement du Sahel. C'est un deuil d'une héroïne de l'Afrique. Elle entre dans la famille des ancêtres légendaires du continent. Des filles et des mères courage du continent. Par la mort qu'elle a subie. J'ai dit et je répète que cette mort doit lui valoir une monumentalisation. Ils ont voulu la tuer spectaculairement en public pour nous humilier tous. Eh bien, ils n'auront pas réussi à nous humilier parce que Mariam Cissé mérite la gloire, l'honneur et la mémoire de la patrie africaine tout entière. Elle doit entrer dans notre bois sacré des grandes personnalités de notre histoire. Alino Faso, Alassane Dramane Ouattara lui a infligé une mort abjecte dans ses geôles. Et il croit, et il croyait ainsi, eh bien, nous avoir atteint au moral. Au contraire, Alino Faso entre dans la famille des grands ancêtres méritants. Il n'y a qu'à voir la puissance de ses obsèques dans son Burkina Faso natal. L'amour que le peuple burkinabé lui a donné est l'amour que toutes les Africaines et tous les Africains doivent lui donner. Et il mérite une monumentalisation. Nous ne devons pas laisser ces gens-là déshumaniser ceux et celles d'entre nous qui défendent le bien commun, qui sont prêts au sacrifice pour que plus jamais des Africains esclaves, des Africains colonisés, néocolonisés, impérialisés et terrorisés ne soient nombreux sur la terre. Donc voilà la preuve que je voulais vous apporter que la compassion, la pitié affichée par les médias de la France-Afrique envers notre jeune sœur bien-aimée, Mariam Cissé, envers notre frère bien-aimé, Alino Faso, c'est une moquerie. C'est une moquerie de plus, une moquerie de trop. Et toutes ces choses à cette ère du Verseau, eh bien, ils les paieront. Je tiens à demander à tout le monde de bien documenter et garder le rapport de 191 pages de l'école de guerre économique de Paris. Dans ce rapport, tout le projet criminel contre les panafricanistes est assumé. Un rapport qui a été remis aux autorités françaises et qui, sans doute,
inspire aujourd'hui la guerre informationnelle qu'ils mènent contre les Africains. Non pas parce que les Africains se seraient attaqués à des biens français, mais parce que les Africains revendiquent leurs propres biens. Quelle ignominie! Quelle ignominie! Comment on peut accepter ça? Comment est-ce qu'on peut accepter cela? C'est tout simplement intolérable.